tous les deux. Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Good Morning Business en direct du Salon Global Industrie à Villepinte, parc des expositions, à une première table ronde évidemment avec des industriels, car on aime les industriels, vous le savez, dans cette émission. On est avec Elisabeth Dugotet, PDG du groupe Tuan. Bonjour, on vous connaît bien effectivement, bonjour. On connaît bien tous vos appareils médicaux, tous vos dispositifs médicaux, on va en reparler. On est avec Anne-Charlotte Fredenucci, la présidente du groupe Ametra, lauréate des BFM Awards. Bonjour, Anne-Charlotte, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va parler évidemment de tous les secteurs dans lesquels vous êtes, c'est-à-dire l'aéronautique, la défense. On va parler de tous ces secteurs importants et stratégiques pour la réindustrialisation. Et on est avec David Bétan, directeur des opérations du groupe HRT. Bonjour. Bonjour. Alors HRT, ce sont des machines-outils. Et évidemment, aujourd'hui, vous allez pouvoir en vendre plein. Enfin, je vous le souhaite en tout cas sur ce salon, parce que sans machines-outils, pas d'industrie. On va commencer peut-être par faire un petit état des lieux de vos activités respectives. Avec vous, Elisabeth Dugotet, peut-être comment se porte d'abord votre entreprise? On sait que pour beaucoup de chefs d'entreprise, il y a quand même un peu d'attentisme, plus qu'il y a quelques mois quand on se parlait, une forme d'inquiétude géopolitique. Est-ce que ça se traduit dans vos activités? Alors je dirais non, parce que nous sommes dans la santé. Dans la santé, c'est un besoin absolument fondamental. Et cette santé, nous essayons d'y répondre de plus en plus, chaque jour, de plus en plus loin. Ce qui nous porte d'ailleurs à aller maintenant beaucoup en Asie, d'avoir plusieurs acquisitions aux États-Unis et de rester très, très en position de leader en Europe. Donc voilà, oui. Et nous apportons au contraire de plus en plus de solutions de santé, des solutions qui sont croisées entre le digital et nos technologies d'origine. Donc oui, nous avons beaucoup à faire. C'est très intense en ce moment. Alors c'est intéressant parce qu'on voit que même les grosses ETI comme la vôtre ont désormais une stratégie comme les grands groupes internationaux qui permet justement d'équilibrer, d'être un peu contracyclique et d'avoir une activité un peu pérenne. C'est indispensable. Ce qu'il y a de difficile dans la santé, c'est que la santé elle est très hétérogène. Il n'y a pas une santé mondiale, il y a une foultitude de santé nationale. Et donc l'international, c'est quelque chose d'assez difficile parce qu'il faut s'adapter. C'est pas eux qui s'adaptent à nous, c'est nous qui nous adaptons à eux. C'est normal, mais c'est un exercice assez périlleux, c'est compliqué. Bon, l'Asie, l'Amérique du Nord, oui. Comment vont ces zones géographiques en ce moment? En fait, on a fait des cercles concentrés, on a commencé par l'Europe et finalement en Europe, on a maintenant des filiales partout. Et ces filiales nous permettent d'avoir donc vraiment notre structure permanente qui nous permet d'aller jusqu'à nos clients, nos patients. Après ça, eh bien, nous avons commencé avec les États-Unis où nous avons maintenant 4 acquisitions et nous allons en faire d'autres. Et puis nous arrivons de Bangkok. J'arrive de Bangkok il y a 10 jours où je réunissais tous mes distributeurs asiatiques et j'ai beaucoup de plaisir quand je vois un distributeur coréen ou indonésien qui dit que les dispositifs français sont de bonne qualité. Ça me fait plaisir. Ça me fait très, très grand plaisir. Voilà, je rappelle que vous avez à peu près 2500 salariés. Oui. Et un chiffre d'affaires de bientôt 300 millions d'euros. 300 millions d'euros, exactement. Voilà, bon. On va parler de votre activité aussi à vous, chez Ametra. Belle ETI française, là encore, 750 collaborateurs, 55 millions de chiffres d'affaires. Vous êtes donc, je le disais, dans le secteur de l'aéronautique, de la défense, du naval aussi et du nucléaire. Autant de secteurs dont on parle quasiment tous les jours, ils deviennent éminemment stratégiques. La défense, peut-être un mot sur la défense, effectivement, quelles sont vos activités et est-ce que vous sentez que là, il y a une sorte d'urgence nationale, d'urgence européenne à refonder et d'ailleurs, c'est plus tabou, hein. Une époque, on avait du mal à trouver des banquiers, des investisseurs. Est-ce que ça change ? Alors chez Ametra, vous l'avez rappelé, nous sommes dans le secteur de la défense. Nous concevons et nous fabriquons des équipements. C'est important parce que nous avons vraiment ces deux métiers. Notamment dans le Rafale. Hein. Notamment le Rafale, notamment les véhicules blindés de Nexter, notamment différents équipements qui vont à l'intérieur des sous-marins et des navires de guerre. Donc notre problématique aujourd'hui, c'est de recruter pour soutenir la montée en cadence des industriels de l'aéronautique et de la défense. Ouais. Vous parlez surtout du contexte géopolitique et vous avez raison. Aujourd'hui, notre grand client Nexter qui s'appellera bientôt KNDS, notre grand client, a besoin de monter en cadence pour servir les besoins français et les besoins des systèmes de défense qui sont envoyés en Ukraine. Donc notre challenge chez Ametra, c'est recruter. Nous avons 200 postes ouverts en 2024 et ça, c'est une véritable difficulté aujourd'hui. Donc Anne-Charlotte Fredenucci, ça veut dire que encore plus que peut-être les financements qui sont désormais
plus accessible qu'à une certaine époque, notamment pour la défense, c'est vraiment le trouver des talents, trouver des jeunes qui ont envie, des ingénieurs qui ont cette vocation et qui ont envie de s'engager dans des secteurs comme celui-là qui, il y a quelque temps, était non compatible RSE, mais tout change. Hein. C'est vrai, et vous avez raison, ça change. Chez Ametra, nous avons eu récemment un grand client qui est venu parler alors en son propre nom, pas au nom de son entreprise, et nous dire à quel point travailler dans la défense aujourd'hui est un engagement citoyen. On a pu croire à la chute du mur de Berlin que ça y est, la guerre était derrière nous, que nous n'aurions plus jamais de conflit sur notre territoire ou aux portes de l'Europe. Aujourd'hui, on se rend compte que pour défendre nos valeurs, nous avons besoin de ces systèmes de défense. Et donc finalement, chez Ametra, nous avons de plus en plus d'ingénieurs, de techniciens qui partagent cette conviction. Travailler dans le secteur de la défense est un engagement citoyen au service de nos valeurs. Alors, on va parler maintenant de machine-outil avec vous, HRT et David Bétan. C'est un super baromètre de la santé de l'industrie. Moi, je me rappelle, aux États-Unis, il y a très longtemps, une époque les moins de 20 ans ne pouvaient pas connaître, j'avais rencontré des analystes financiers qui étaient sur les machines-outils et qui m'avaient annoncé, genre 3 mois avant l'effondrement du secteur de la tech, que ça commençait qu'il y avait moins de machines-outils qui étaient vendues et que peut-être que ce secteur allait se retourner. 3 mois après, la bulle de la tech s'était effondrée. Alors la question que je vous pose aujourd'hui, c'est, puisque vous êtes notre baromètre de l'industrie, est-ce que le secteur de la machine-outil se porte bien ? Alors oui, c'est déjà une très bonne chose. Il se porte bien, il se porte mieux que les années passées. On a eu une période post-Covid qui a été compliquée. Néanmoins, depuis le dernier semestre 2023 et le début d'activité 2024, les voyants sont au vert. Les machines se vendent. Elles se vendent néanmoins différemment. C'est-à-dire on a beaucoup plus aujourd'hui de cellules de production automatisées que de machines-outils qu'on appelait en fait précédemment des machines stand-alone, donc des machines seules. Qu'est-ce que c'est les cellules ? C'est-à-dire que c'est des ensembles Ce sont des ensembles qui vont allier une machine-outil, de la robotique, jusqu'à de l'intelligence artificielle. Ça veut dire que vous avez quelque part progressé, monté une marche de plus dans le process industriel. Exactement, on a évolué technologiquement. Et on a évolué technologiquement un petit peu contraint et forcé. La pénurie de main-d'œuvre que Madame vient d'évoquer, c'est un vrai sujet qui nous a poussé à aller plus loin dans l'avancée technologique de nos produits. Vous faites essentiellement du négoce, hein, vous ? Oui, exactement. Les machines, elles viennent d'où, en général ? Aujourd'hui, on va dire qu'en France, 85% des machines viennent en provenance d'Asie, essentiellement du Japon, mais aussi de la Corée. On voit également d'autres pays asiatiques arriver. On a encore un petit peu de production en France. Néanmoins, les grands leaders mondiaux sont les pays asiatiques. Ça veut dire qu'on a encore des dépendances. Quand on parle de souveraineté, si les machines qui vous permettent de fabriquer viennent à 85% d'Asie, il y a un facteur de risque. Est-ce que vous avez l'impression que là aussi, c'est un secteur où on peut aussi revenir à des productions européennes ou est-ce que c'est trop tard ? Est-ce que c'est terminé ? Peut-être, on va poser la question à vous trois d'ailleurs. Peut-être on commence par vous, Elisabeth Ducotet. Est-ce que c'est un souci que tout vienne d'Asie quelque part ? Non, nos machines sont très clairement encore très allemandes et très italiennes. Il y a des fabricants italiens magnifiques qui ont d'ailleurs fait beaucoup de consolidation et qui sont devenus vraiment des acteurs mondiaux de très très haute qualité et qui interviennent, je dirais, dans le monde entier, en particulier qui vendent beaucoup en Asie. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des machines asiatiques, Chine et Taïwan, qui sont de belle qualité et dont le prix évidemment est très accessible. Nous aimons bien avoir des machines européennes parce que nous avons la maintenance européenne, ça nous va bien aussi. Donc on reste très acquéreurs de matériel européen en principe. Anne-Charlotte Fredenucci, même question. Je vais vous répondre au-delà de la question des machines-outils parce que chez Ametra, nous sommes très tournés vers l'humain. Nous avons peu de machines, y compris dans nos usines. Ce que je veux vous dire, c'est que quand on travaille dans le secteur de la défense, on voit bien que la question de souveraineté est majeure et on voit bien qu'on arrive à recréer des filières en France et en Europe, mais à condition d'avoir la volonté politique et la volonté citoyenne. Qu'est-ce que ça veut dire, la volonté citoyenne ? Ça veut dire que quand on achète son ordinateur, il faut accepter de le payer un peu plus cher parce que les composants sont fabriqués en France et en Europe. Et ça, c'est un pas que je pense les citoyens français sont prêts à faire en partie depuis la crise sanitaire, mais il reste du chemin à faire. Alors c'est pas encore le cas dans les supermarchés en général, hein, et entre la déclaration je vais acheter français et quand on les met en rayon, c'est pas ce qui se passe, mais effectivement il faut expliquer aux gens que ça a un prix et un coût. Avec vous, David Bétan, est-ce que vous avez l'impression que vous avez un petit peu plus de fournisseurs
qui viennent d'ailleurs que d'Asie, ou est-ce que c'est trop tard, on a perdu la partie? Alors ça fait quand même quelques années que cette industrie de la machine-outil, je ne vais pas utiliser le terme a disparu, mais s'est affaiblie. On avait de grands constructeurs français, de très grands constructeurs français même, de renom, avec une pénétration même internationale. Et on les a vus malheureusement par un certain système d'alliance avec d'autres constructeurs, vendre un petit peu leur savoir. Ça, c'est une vraie problématique et on l'a vu il y a quelques années. Et c'est encore un petit peu un sujet, même des constructeurs européens, d'aller s'associer, de vendre son savoir. Si on arrive à garder quand même sur notre territoire, ou en tout cas en Europe, cette technologie et cette forte valeur ajoutée qui fait notre industrie, ça nous renforcera beaucoup plus. Elisabeth, du côté, quand je vous écoute tous, et on a tous ce même discours, on parle beaucoup de patriotisme économique aujourd'hui, et c'est sans doute nécessaire parce qu'on sent bien que les tensions dans le monde se multiplient et qu'on a envie d'être à la hauteur de ce qui nous attend. Simplement, voilà, il faut passer des mots aux actes. Et c'est ce qu'on essaye de faire ici sur un salon comme celui-ci. Est-ce qu'on va y arriver? Enfin, votre sentiment comme ça, au-delà du discours et des jolis mots, est-ce qu'on est capable de reprendre en main notre dessin industriel? Moi, je dirais, nous qui sommes dans un territoire vraiment délaissé, qui est Saint-Étienne, on peut dire que l'industrie ne s'est pas oubliée. Les territoires gardent la mémoire de leur industrie. Y compris dans les talents et dans les vocations? Alors, il faut bien sûr que les talents soient à jour, soient contemporains des besoins. Mais au moins, le fait industrie, il existe. Bon, c'est déjà une bonne base. Ouais. Après ça, il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Il faut se dire qu'aujourd'hui, 1 heure de travail de grande qualité en Tunisie, c'est 6 € de l'heure. 1 heure de travail de grande qualité en Roumanie, c'est 13 € de l'heure. 1 heure de travail de grande qualité à Saint-Étienne, c'est 30 € de l'heure. Ça veut dire que nous, qu'est-ce que nous avons le choix de faire? L'excellence, c'est tout. Ouais. On est conduit à l'excellence et on a cette obligation. Donc je dirais l'industrie aujourd'hui, elle est acrobatique, elle est possible, et puis c'est une volonté. Dans les ETI, nous avons vraiment des proportions de effectifs industriels qui sont beaucoup plus élevées que dans la moyenne nationale. Dans les ETI, il y a 38% d'effectifs industriels. Dans la moyenne nationale, il y a 18%. C'est-à-dire que nous sommes 2 fois plus industriels que l'ensemble de la moyenne française. Alors c'est une fierté, mais c'est aussi une très grosse exigence, parce que l'industrie, c'est difficile. Ouais. Anne-Charlotte Fredenucci, on a montré comme dans la défense, on parle du Rafale, qu'on était capable, même tout seul, ce qui n'est pas forcément bien, peut-être qu'il faut s'allier avec les Européens, mais pour les prochaines générations, mais qu'on est capable de maintenir alors évidemment il y a les commandes de l'État qui font beaucoup, mais il y a quand même beaucoup de contrats à l'export. Comment vous expliquez effectivement cette résilience française en matière d'industrie de défense? Alors l'industrie française est compétitive comparée à d'autres industries internationales. Ma voisine vient de le rappeler. Effectivement, si on regarde simplement le taux horaire, nous sommes beaucoup plus chers que des pays qu'on appellerait à bas coût. Mais dans la défense ou dans l'aéronautique, d'ailleurs, dans le secteur dans lequel Ametra est également impliqué, on se rend compte qu'on est obligé d'aller vers l'excellence, comme vous le disiez, effectivement. Nous n'avons pas d'autre choix que d'être innovants, que d'être industrie 4.0, que d'être plus performants finalement que le sont les autres industriels. Et bien sûr, avec un mix également de pays à bas coût. Dans la défense, c'est difficile, mais dans l'aéronautique, on peut se permettre d'avoir en France des emplois, en Tunisie ou en Inde, où Ametra est implanté, d'autres emplois qui nourrissent les emplois français pour rendre au global l'offre d'Ametra compétitive, puisque nous sommes face à un marché, à une compétition mondiale, y compris dans le domaine de la défense, dès que nous exportons. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est IA, intelligence artificielle. Est-ce que ça commence quand même à impacter vos différents métiers ? Les 3. Bien sûr, nous on est perfusés en permanence. Perfusés. Absolument, on est perfusés, on essaye de perfuser, puis chacun essaye d'avancer avec cette innovation, mais c'est évident, c'est dans tous les segments, dans toutes les chaînes, les morceaux de la chaîne de la valeur, nous intervenons avec l'intelligence artificielle maintenant, absolument. David Bettan, peut-être que vous avez prononcé le mot d'ailleurs tout à l'heure quand vous parliez des systèmes intégrés. Alors oui, comme je le disais, c'est un petit peu aussi contraint et forcé. Cette intelligence artificielle, elle est arrivée il y a de ça environ 3 ans chez nous. Simplement pour faire face à un défaut de main-d'œuvre. On ne trouvait plus, et nos clients ne trouvaient plus, d'opérateurs régleurs sur ces machines à commande numérique. Et surtout, cette industrie de la machine-outil n'attirait plus la jeune population et jeunes ingénieurs sortis d'école. Donc il a fallu trouver un moyen de les attirer. Ce moyen de l'intelligence artificielle qui a été développé en interne au sein du groupe HRT nous a permis, par contre, d'attirer cette nouvelle génération, d'attirer les jeunes et d'enfin pouvoir, on va dire, redonner ces lettres de noblesse à notre métier. Moi,
J'imagine que vous qui travaillez sur le Rafale, sur l'îlot de commande, l'îlot de pilotage, et tout ça va bouleverser complètement les futures générations d'avions. Oui, bien sûr, mais avec une contrainte importante dans le secteur de la défense, c'est la cybersécurité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle venant de pays même alliés, mais qui ne seraient pas, ne seraient pas la France. La cybersécurité, c'est vraiment le maître mot en ce moment. Toutes les filières aéronautiques et surtout défense sont nourries de cybersécurité. Chez Ametra, nous avons passé un audit subventionné par la DGA, un autre subventionné par BPI, pour améliorer encore notre niveau de cybersécurité. Vous travaillez avec Atos aujourd'hui ? Pas avec Atos, mais avec d'autres sociétés de conseil. On en a parlé avec Nicolas Dufour, que c'était compliqué. Merci beaucoup à tous les trois, Elisabeth Ducotet, Anne-Charlotte Fredenucci et David Béton, d'avoir fait cette table ronde industrielle.